Le garçon qui voulait courir vite. Chapitre 4. Le jeudi a mal commencé. D'abord, Jules n'a pas voulu se lever, et il a fallu que je déploie des montagnes de diplomatie pour qu'il n'arrive pas en retard à l'école. Maman était partie tôt, et j'ai repris espoir en pensant qu'avec son nouveau travail, qu'elle commencerait la semaine prochaine, ce serait elle qui s'occuperait de mon frère le matin. Je suis arrivé au collège sans avoir eu le temps de déjeuner, ce que je déteste, et comble de malchance, je suis tombé sur Julien et sa bande. C'est un peu de ma faute, j'avais peur d'arriver en retard et j'ai coupé par derrière la salle polyvalente. C'est un petit passage entre deux bâtiments, normalement interdit aux élèves, et qui est le rendez-vous de tous ceux qui sèchent les cours ou préparent des mauvais coups. Je l'avais déjà emprunté, comme la plupart des élèves du collège, car c'était un bon raccourci, mais jamais seul. Julien était là, assis contre un mur tagué sur toute la longueur, en compagnie de ses quelques copains qui ne le quittent jamais. Quand je suis arrivé, il s'est levé pour me barrer le passage. Je me suis arrêté. Derrière moi, Thomas, Antoine et les autres, dont je ne connaissais pas les noms, me barraient tout issu. J'ai fait face à Julien, une boule au fond de la gorge. Il a 1 an de plus que moi, et nous nous connaissons depuis l'école primaire. Il avait déjà, à cette époque, la réputation d'être un voyou en puissance. Le collège n'a rien arrangé. « Tiens, Agathe, a-t-il lancé d'une voix moqueuse, tu te mets à traîner dans les coins louches ?» Même si mon cœur avait accéléré, je n'allais pas me laisser impressionner. « Je ne traîne pas, je vais en cours, c'est tout. » Julien a jeté un coup d'œil à ses copains et dut décider de se faire remarquer. Il s'est approché de moi jusqu'à pratiquement me toucher. « Et qu'est-ce que tu es prête à me donner pour que je te laisse passer ?»« Rien du tout. Fous-moi la paix. » J'avais essayé de paraître forte, mais je n'avais pas pu empêcher ma voix de vaciller. Julien a posé la main sur mon épaule, j'ai sursauté. « Allons, Agathe, je suis sûr que tu as quelque chose pour moi. » Derrière moi, Thomas s'est un peu déplacé. « C'est bon, Julien, a-t-il dit d'une voix conciliante. « Laisse-la passer. » Julien a fait une petite grimace, très laide. « Ta gueule, Thomas, c'est moi qui commande. » J'ai profité que son attention était détournée de moi pour agir. J'ai placé mes 2 mains sur sa poitrine et je l'ai poussé le plus fort que j'ai pu. L'effet a été remarquable. Pris au dépourvu, Julien est parti en arrière. Il a trébuché dans un sac et s'est retrouvé assis par terre. Je suis parti en courant, ma vitesse amplifiée par le flot d'insultes qui me suivait. Le passage n'est pas très long et je me suis rapidement retrouvé en sécurité au milieu de la cour. Mon cœur battait la chamade et il m'a fallu plusieurs minutes pour retrouver mon calme. « Qu'est-ce qui t'arrive, Agathe ?» Alexia, mon amie de toujours, était à côté de moi et me regardait, visiblement inquiète. J'ai soufflé un bon coup et je lui ai expliqué ce qui venait de m'arriver. « Quel abruti ce Julien a-t-elle craché. Heureusement que vous n'habitez pas à côté, il va certainement t'en vouloir pendant un bon bout de temps. » Tout à coup, la phrase de mon ami m'a inquiété. Prémonition ? Peur de l'inconnu, je me suis vraiment rendu compte que dans 10 jours, je ne serais plus à l'abri dans notre jolie maison de l'allée des Lilas. « Tu sais où il habite, toi, Julien ?» J'avais lancé ça, mine de rien, mais un mauvais pressentiment me taquinait l'esprit. Alexia n'a rien semblé remarquer. « Une cité à l'opposé de chez toi, je crois, a-t-elle dit après avoir réfléchi une seconde. Je sais que c'est pas loin de là où habite Marine, ce doit être les Ondes ou alors la Pervenche, pourquoi ? Je n'avais pas envie de raconter ma vie, même à une amie comme Alexia, mais je lui ai tout de même annoncé la nouvelle. Quelle guigne a-t-elle jeté. Heureusement que ce n'est que pour un temps. Ta maison est vraiment géniale, ça m'arracherait le cœur de devoir la quitter. Je ne m'attendais à rien d'autre. J'ai l'impression qu'à la mort de papa, une partie de mon cœur a brûlé en même temps que la voiture, et qu'en plus, j'ai vieilli de 10 ans dans ma tête. Impossible de partager quoi que ce soit avec mes copines, désormais, à part, bien sûr, les moments de rigolade, les devoirs, et nos avis sur les chanteurs à la mode. Je m'en contentais sans problème avant. Maintenant, je trouve ça un peu creux. Je ne leur en veux pas, évidemment, ce n'est pas leur faute si ce clavier esquinté se retrouve plongé dans un monde qui n'est plus tout à fait semblable au leur. Nous sommes montés en cours, et la matinée a commencé à se déployer, pareil à tant d'autres. Je suis plutôt bon élève, et ma 3e semble bien partie. Au collège, à la rentrée, l'annonce de l'accident de papa s'est répandue comme une traînée de poudre. Les élèves, à part un peu de curiosité morbide au départ et de gentilles résolutions pour les copines, ont rapidement classé l'affaire. Les profs ont été super. Le premier mois, alors que j'avais du mal à trouver mes repères et que ma tête pédalait dans le vide, ils ont tous fait preuve de beaucoup de patience et de délicatesse. Pas un seul ne m'a reproché le travail oublié ou les leçons non apprises. 2 mois plus tard, ils avaient la preuve que leur stratégie avait été payante. J'avais attrapé le train en marche, mes notes étaient bonnes et en apparence, j'étais redevenu une élève comme les autres. À midi, j'ai eu un petit coup de cafard. Je me suis écarté pour aller dans le hall jusqu'au téléphone à carte qui est à disposition des élèves. J'ai appelé maman. C'est elle qui m'a répondu. « Qu'est-ce que tu as, ma chérie ?»« Rien, ai-je dit d'une voix qui se voulait enjouer. Comme je t'ai à peine vu ce matin, j'ai eu envie de te faire la bise, c'est tout. »
J'ai entendu maman qui demande à un interlocuteur invisible de bien vouloir l'excuser, et elle a repris le combiné. Comment ça s'est passé avec Jules? Au poil, il a tellement traîné qu'on a battu le record du monde de vitesse pour aller jusqu'au buisson. Maman a eu un petit rire. Ne me dis pas que vous avez couru. Non, en effet, mais on a marché vite, c'était déjà pas mal. Comment s'est passée ta matinée? Bof, comme d'hab. Bien, je vois. Tu sais, Agathe, ce soir, je vais arriver à sortir un peu plus tôt. Qu'est-ce que tu dirais d'un goûter crêpe? Génial! À la maison ou dans une crêperie? Comme tu veux. Choisis. Je n'ai pas hésité un quart de seconde. À la maison! D'accord, ma chérie. Il faut que je te laisse maintenant. J'ai un client en face de moi. C'est un monsieur gentil et compréhensif, mais je ne peux pas le faire attendre trop longtemps. Pigé, maman. Je t'embrasse. Je t'embrasse aussi. À tout à l'heure. J'ai raccroché et j'ai fait un petit saut en arrière. Thomas était juste à côté de moi, assis sur le dossier d'une chaise. J'ai voulu m'éloigner en faisant un détour, mais il s'est levé avec un sourire triste qui m'a surprise. Attends, Agathe, m'a-t-il dit. Je me suis arrêté. Je connaissais peu Thomas, mais je savais qu'il n'était ni bête ni méchant. À vrai dire, j'avais été un peu surprise de le voir en compagnie de Julien. Il s'est approché. Je suis désolé pour ce qui s'est passé tout à l'heure, a-t-il fini par dire. J'ai eu un petit sourire amer. Merci, ai-je persiflé. Je me sens beaucoup mieux tout à coup. Thomas a eu l'air vaguement gêné. Tu n'es pas obligé de me croire, mais je suis vraiment désolé. C'est un peu difficile à dire, mais j'ai honte de ce qui s'est passé. Alors, même si elles ne servent pas à grand-chose, je voulais te présenter mes excuses. C'est tout. Thomas m'a fait un petit signe de tête et a commencé à s'éloigner. Ce qu'il m'avait dit m'avait touché. Sans réfléchir, je l'ai appelé. Thomas? Il s'est retourné. Merci. Thomas a eu un sourire qui, un court instant, a éclairé son visage. Je t'en prie, a-t-il dit. Il s'est éloigné et je suis parti rejoindre mes copines. Chapitre 5. Finalement, le jeudi s'est bien fini. Le bref épisode avec Thomas m'avait fait oublier l'incident avec Julien, et surtout, lorsque je suis arrivé à la maison après avoir récupéré Jules au buisson, maman était déjà là. Un énorme tas de crêpes nous attendait sur la table de la cuisine. Nous avons goûté en parlant de tout et de rien, en riant et en nous faisant des blagues. Puis, Jules et moi ont fait nos devoirs pendant que maman rangeait un peu la maison, et nous avons fini la soirée devant un plateau de petits chevaux. Quand je suis allé me coucher, j'ai eu, comme d'habitude, au moment d'éteindre, une pensée particulière pour papa. Je lui ai dit que je l'aimais, et j'ai pensé qu'il avait dû être content de nous voir rire tous les trois ensemble. Cette nuit-là, je n'ai pas fait de cauchemar. La semaine s'est déroulée tranquillement. J'ai croisé à plusieurs reprises Thomas dans les couloirs du collège, jamais en compagnie de Julien. À chaque fois, il m'a fait un petit signe discret. Je n'ai pas répondu. Le seul point noir a été la réponse de maman lorsque je lui ai demandé notre nouvelle adresse. Le 118 à la Pervenche, a-t-elle répondu. C'est une petite cité sympa à l'opposé d'ici par rapport au collège, mais pas plus éloignée. Je déposerai Jules au buisson en partant le matin et tu le récupéreras le soir comme d'habitude. J'ai dû faire une grimace parce que maman a ajouté. Ça ne te prendra pas beaucoup plus de temps qu'actuellement. Tu pourras t'en occuper, tu ne crois pas? J'ai acquiescé sans lui préciser que ce n'était pas les trajets pour mon frère qui me gênaient, mais la possible cohabitation avec Julien et sa bande. De toute façon, je ne pouvais rien faire. Inutile donc de me torturer le cerveau. Le dimanche, nous avons pris la voiture et nous sommes partis à la forêt de Fontainebleau. Jérôme et Valérie nous ont rejoints là-bas et nous avons fait de longues promenades et un petit peu d'escalade sur les gros blocs de rochers. Jérôme et sa femme étaient de bons copains de mes parents, et depuis que papa est mort, ils font en sorte d'être présents si on a besoin d'eux. Je crois que maman est heureuse de les savoir pas trop loin. Ils nous ont évidemment promis leur aide pour le déménagement de samedi, et Jérôme a dit qu'il s'occuperait de louer une camionnette pour transporter les plus gros meubles. Il n'y en aura pas tant que ça, parce que d'après maman, notre nouvel appartement sera quand même bien plus petit que la maison. Il va falloir faire des choix douloureux. Heureusement, les gens qui vont venir habiter chez nous sont d'accord pour qu'on laisse une partie de nos affaires dans le garage. Nous sommes rentrés en fin d'après-midi, et maman a commencé à préparer des cartons. Je lui donnais un coup de main en faisant semblant de croire que nous jouions à quelque chose d'amusant. Jules n'a pas voulu marcher dans la combine. Il est resté prostré sur un fauteuil, sans bouger, jusqu'à ce qu'il soit l'heure de manger puis d'aller dormir. Dans mon lit, j'ai lu quelques pages du Seigneur des Anneaux. Je trouve ce livre de plus en plus merveilleux. Le lundi matin, je commence les cours à 9h. Maman a proposé de me laisser au collège après avoir déposé Jules à son école. J'ai volontiers accepté, d'autant que le temps était menaçant et qu'il n'y a pas grand-chose de plus nul que de faire des maths en dégoulinant d'eau. Pendant le petit déjeuner, maman m'a fait 1000 recommandations pour le soir et m'a promis d'être à la maison avant 7h30. Puis, elle a sorti la voiture du jardin et nous sommes partis. À l'école des buissons, quand nous nous sommes approchés du portail, la maîtresse de mon frère nous a vus et s'est avancée.
Bonjour, a-t-elle dit. Est-ce que vous avez 5 minutes pour que nous parlions de Jules? Maman a soudain eu l'air inquiète, mais elle a bien sûr accepté. L'institutrice s'est un peu écartée avec maman, et je les ai suivis pendant que Jules s'engageait dans la cour. Que se passe-t-il? A demandé maman. Depuis quelques jours, ça ne va plus trop. Il refuse toujours de dire un mot? Oui, il parle très peu en effet, mais je trouve surtout qu'il se renferme. J'ai l'impression qu'il ne désire plus apprendre. Maman s'est passé la main dans les cheveux. Elle a soupiré et a commencé à expliquer à la maîtresse les derniers rebondissements de notre vie et l'effet qu'ils avaient sur mon frère. Soudain, je n'ai plus eu envie d'écouter. J'ai regardé ostensiblement ma montre et maman m'a comprise. Tu devrais y aller, Agathe, a-t-elle dit. Nous verrons ce soir. J'ai acquiescé et après avoir embrassé maman, j'ai fait un signe à Jules qui nous regardait planté au milieu de la cour. Je suis parti vers le collège. Du coup, je suis arrivé en avance. Le portail était encore fermé et quelques élèves attendaient devant la grille. Parmi eux, j'ai reconnu Thomas. Il se tenait un peu à l'écart et quand il m'a aperçu, il s'est approché. Je n'avais pas particulièrement envie de le voir, mais je n'avais aucune raison de l'éviter. Je l'ai attendu. Salut Agathe. Salut. La conversation ne promettait pas d'être brillante. Je l'ai observé en silence. C'était un garçon de taille normale, habillé de manière tout à fait classique, jeans, baskets, sweatshirt. Il n'était pas particulièrement boutonneux et se fondait parfaitement dans la masse des collégiens de notre âge. Seuls ses yeux m'ont surprise. Habitué à déchiffrer le regard de mon frère, j'ai découvert dans celui de Thomas une douleur que je connaissais bien. J'ai soudain eu envie de faire un pas, d'ouvrir, ou plutôt d'entr'ouvrir une porte. Tu connais Tolkien? C'était qui tout double. Le passage pouvait encore se refermer. Le visage de Thomas s'est éclairé. J'ai lu 3 fois Le Seigneur des Anneaux, c'était génial. La porte s'est ouverte en grand. Nous avons passé les 10 minutes qui ont suivi à parler de Gandalf et des hobbits. Le personnage préféré de Thomas était Grandpa, le rôdeur. Il avait un avantage sur moi, il connaissait la fin de l'histoire, mais j'ai vaillamment défendu les mérites de mon ami Frodon. Thomas n'a pas essayé de me dévoiler l'issue du roman, ce que j'ai apprécié. Il parlait avec enthousiasme, tout en écoutant avec attention ce que je disais. Quand la cloche a sonné et que le portail s'est ouvert, nous nous sommes regardés, surpris. Nous avons eu le même sourire un peu gêné, puis nous avons éclaté de rire. Quelqu'un a appelé Thomas, et de mon côté, j'ai aperçu des copines. Nous nous sommes séparés en entrant dans la cour. J'ai repensé à Thomas pendant la journée. Qu'il ait les mêmes goûts que moi en lecture l'avait tout à coup rendu intéressant. J'ai eu envie de connaître la raison de la petite flamme triste que j'avais aperçue dans ses yeux. À 5 heures, j'ai récupéré Jules dans son école. Alors, Julot, comment s'est passée sa journée? Mon frère m'a regardé et a fait une petite grimace en remuant la main. À ma grande surprise, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Après l'accident, Jules a arrêté de parler. D'abord, les docteurs ont pensé que ça pouvait être dû au choc physique. En effet, il avait été éjecté de la voiture avant qu'elle ne percute l'arbre, et il se pouvait qu'il ait été victime d'un traumatisme crânien. Comme les radios n'ont rien montré, les psychologues ont pris le relais. Choc affectif en voyant brûler l'auto qui contenait son père. L'explication était sans doute correcte, mais la connaître n'a pas rendu la parole à Jules. Il a continué à se limiter à une dizaine de mots par jour, d'où l'intervention du docteur Trill dont j'ai également bénéficié au cas où l'envie me prendrait de ne plus parler. Pendant tout ce temps, j'ai continué à comprendre mon frère, comme si un autre type de communication s'était mis en place. La roue de secours de la parole en quelque sorte. Gestes, regards, attitudes, tout avait un sens pour moi. Jusqu'à aujourd'hui. Jules m'a de nouveau regardé, un peu surpris, et a reproduit sa mimique. Je n'ai pas compris. Mon petit frère s'est détourné de moi et a fixement regardé ses pieds. Ce n'était pas la première fois qu'il avait cette attitude. Depuis l'accident, le fait de courir et par conséquent ses pieds avait pris énormément d'importance. Le mystère pour le docteur Trill, mais aussi pour tous ceux qui connaissaient mon frère, était sa brutale incapacité à courir. Personne n'avait d'explication et je sentais que cette impuissance minait Jules. Jusqu'à aujourd'hui, le problème ne s'était jamais dressé entre nous. Mais là, j'ai senti presque physiquement mon frère se fermer un peu plus. Sans plus s'occuper de moi, il a commencé à courir. Il n'a pas fait plus de 3 pas. Ses jambes se sont emmêlées, ses bras ont battu l'air quelques secondes et il est tombé comme une poupée de chiffon. Je me suis précipité, je l'ai ramassé. Il s'était écorché les mains et semblait souffrir d'un genou. Mais là où d'autres auraient pleuré, il s'est contenté de m'adresser un petit sourire presque joyeux. Mon Julot, ai-je lancé, si tu y vas à 4 pattes, nous ne sommes pas encore à la maison. Jules n'a rien répondu à ma tentative d'humour. Il a attendu quelques secondes, puis m'a regardé avec des yeux implorants. On court? Sa voix était toute fluette. Je me suis demandé comment cette histoire allait finir.